Comme vous le voyez, on va parler roadmap RH, on va parler tech aujourd'hui. On va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Euh, donc, concrètement, le parallèle entre la tech et la RH, d'où il vient. On l'a un petit peu introduit, les DSI, de manière générale. En fait, maintenant, on voit la DSI comme l'endroit le plus sexy de l'organisation, entre guillemets, où là, il y a plus d'innovation, etc. Mais ça n'a pas forcément toujours été le cas. En fait, les DSI, elles ont eu une transition numérique un peu forcée, c'est-à-dire que je suis la boîte X, je vois mes concurrents et d'autres startups et d'autres grands groupes qui commencent à se muscler d'un point de vue technologique. Et du coup, je suis obligé de faire évoluer mon département. Du coup, je fais évoluer mon mandat. Le mandat aujourd'hui des DSI n'était plus du tout, n'était pas le même avant. On fait évoluer notre culture, nos modes d'organisation, nos outils, nos méthodes, etc. Et aujourd'hui, clairement, côté direction RH, il y a une transition sociale, même titre qu'il y a une transition numérique pour les DSI. On voit que les talents, ils veulent plus, ils ont des attentes différentes, ils vont aller vraiment là où l'expérience en fait est la plus positive pour eux. Alors l'expérience, c'est pas juste évidemment l'étape de ping-pong, etc., mais ça va être comment est-ce qu'on arrive à collaborer ensemble, comment est-ce que je peux partager des informations et recevoir des informations, comment est-ce que je peux me projeter dans l'entreprise, etc., etc. Donc vu que ces collaborateurs-là, ils ont envie d'avoir une super expérience, et ben, c'est l'opportunité pour les directions RH de s'organiser différemment. Et du coup, on a eu vraiment envie de s'inspirer de cette transition qui a été bien réussie côté DSI. On a envie de vous en parler. Donc, juste par rapport à alors je vais zoomer un tout petit peu, mais par rapport à l'évolution du mandat des DRH, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes parce que je pense qu'on le sait tous. Bah, le mandat des RH, il a déjà beaucoup évolué et il évolue de manière constante. On le sait au début, c'était un département qui était appelé pour gérer des risques ou pour mettre l'entreprise en conformité légale, etc. C'était au tout début de la création de ce rôle. Évidemment, ça a évolué, même si c'est une part quand même importante aujourd'hui côté HR. On est passé sur un modèle, alors c'est très schématique, hein, mais HR Business Partner, où là, on allait se concentrer sur, je vais accompagner des talents, je vais me connecter aux directions business pour comprendre leurs enjeux, et je vais vraiment faire tout ce qu'il est possible de faire pour amener un talent d'un point A à un point B dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on le voit, en fait, si on a envie de proposer une super expérience employée, si on a envie de l'améliorer, c'est presque un travail de designer, en fait. Et c'est l'occasion de rajouter une corde à son arc en tant que RH, en fonction de son métier et de ses spécialités, mais de se dire, OK, mais si dans une organisation un petit peu complexe, j'ai besoin de faire évoluer un processus, ça va impacter beaucoup de monde. J'ai besoin d'être plus clair sur les modes de communication que je vais utiliser ou sur la manière dont je vais pouvoir faire des parcours carrière. C'est des choses qui peuvent être très complexes. Qu'on soit dans une petite boîte ou dans une grosse boîte, c'est des choses qui sont complexes. Il faut convaincre les décideurs. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Il faut faire en fonction des ressources qu'on a. Il faut arriver à trouver des bonnes pratiques pour créer une expérience. Ce n'est pas le fait d'avoir un onboarding qui est super. Toutes les boîtes ont un onboarding. L'idée, c'est que les gens rentrent chez eux le soir et disent waouh, ok, c'était vraiment impressionnant. C'est hyper clair. Ça m'a vraiment donné envie de me projeter, etc. etc. Évidemment, c'est sur l'onboarding. Et c'est le cas tout au long de la vie du collaborateur. Et ça se design. Ça se design, ça se déploie. Il faut convaincre un certain nombre de parties prenantes. Il faut parfois convaincre des managers de changer leur pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et nous, on a envie de vous montrer des outils de designer, entre guillemets, et aussi de super gestionnaire de projet. Et l'autre aspect, et après, on va faire la transition, on parle d'expérience employée, mais on parle aussi d'efficacité de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est simplement, s'il y a juste une belle expérience, eh ben, c'est génial. Mais sauf que ça ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que les managers vont dire oui, mais en fait, ça me prend trop de temps de faire ça. La direction va dire oui, mais en fait, ça coûte trop cher, etc. Il faut que ce soit à la fois expérientiel et à la fois efficace. Et je pense que ça va être un peu le maître mot de ce qu'on va vous partager là aujourd'hui. Alors, je précise d'ailleurs, avant de continuer, que vous avez un onglet de chat où vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Et vous avez aussi et surtout un onglet questions où vous pouvez poser toutes les questions. On essaiera au maximum d'y répondre tout au long de la présentation. Et on va essayer de se garder 15 minutes à la fin pour pouvoir vraiment en parler.
Mais je vous invite vraiment à poser des questions qui sont liées à votre contexte, parce que je pense que c'est ça qui va vous apporter aussi beaucoup de valeur. Et vous pouvez aussi nous challenger. C'est un peu le maître mot. Voilà. Si tu es OK, Caroline. Oui, oui, je suis OK. Dans mes contenus de formation, on donne des points pour ça, même aux gens qui challenge et qui posent des questions. Bon, bah, parfait. Alors, c'est parti pour celui qui va avoir le plus de points. Alors, justement, comment est-ce qu'on va s'organiser pour impacter mieux encore ou différemment la manière dont on peut impacter l'expérience employée. Donc nous, très concrètement, on aurait pu prendre le sujet par plein de manières différentes. On a décidé de s'inspirer d'un métier qui nous a fascinés, qu'on a appris, qu'on a fait, et qui en fait a permis à des départements de se transformer. On veut parler du métier de product manager, parce que en fait aujourd'hui, les product managers, c'est ceux qui portent la vision produit, c'est ceux qui portent la roadmap produit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit? C'est tout simplement les applications que vous adorez et qui vous rendent accro, entre guillemets. Voire même, le product manager, il va être tellement intéressé pour proposer une bonne expérience que vous n'allez pas pouvoir vous passer de ce produit-là. Pour vous donner un exemple un peu clivant, personnellement, ou alors, je ne vais pas parler personnellement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément fans d'Amazon, mais qui ne peuvent pas s'empêcher comment ça s'appelle, de commander sur Amazon, tout simplement parce que l'expérience est tellement simple et tellement fluide qu'on va utiliser ça. Pareil, vous vous dites, un iPhone, c'est bien, mais c'est cher, je pourrais prendre un Android. Et en fait, vous ne passez pas forcément sur Android, tout simplement parce que vous êtes habitué à l'expérience Apple. Évidemment, tout ça, ça se design. Et du coup, on va appliquer les mêmes concepts là-dessus. Très rapidement, si on fait le parallèle entre HR Ops, People Ops, en fait, peu importe le terme, mais ça veut dire les personnes chez vous qui s'occupent de l'expérience employée, qui vont designer ça. Bah, le product manager, il a une mission assez simple. C'est qu'il va porter la vision produit et il va apporter un maximum de valeur auprès des utilisateurs. Ces utilisateurs, pour lui, c'est des utilisateurs de l'application. Son produit, c'est une application digitale. Il va utiliser des métriques comme la recommandation utilisateur, le taux d'utilisation, etc. Et il va avoir des nouveaux outils, des sprints, des impact mapping, etc. Et en fait, côté PeopleOps, côté HROps, peu importe encore une fois le terme, c'est vraiment côté RH, pour ceux qui s'occupent de déployer cette roadmap, bah, ils vont avoir aussi une mission qui est claire, c'est maximiser l'expérience employée et l'efficacité de l'organisation. Ils vont avoir des utilisateurs aussi qui sont les employés, et du coup, il va être vraiment user-centric, donc il va vraiment définir sa feuille de route aussi en fonction des utilisateurs, et aussi de ses clients. Les clients, ça va être la direction. Il va avoir un produit qui va être la culture, l'organisation, les process. Donc, lui, son produit, et ce qu'il va modifier, ça va être ça. Et il va y avoir aussi des métriques qui sont très importants de mesurer, le taux de satisfaction de l'expérience employée, le taux de satisfaction d'un process donné. Par exemple, si vous mettez un nouvel onboarding en place, c'est très important d'avoir le réflexe de mesurer le taux de satisfaction de cet onboarding pour pouvoir l'améliorer en continu. Évidemment, ça prend du temps, tout ça, et on va voir comment faire. La dernière chose, c'est sur les outils et les méthodes, et c'est sur ça qu'on voulait se concentrer aujourd'hui, et où Caroline va vous faire une masterclass. C'est pour découvrir des outils et des méthodes directement piqués chez les product managers, notamment, et que vous allez pouvoir utiliser. Donc, si vous avez des questions, toujours pareil. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair? Parce que sinon, on va tracer. Edwige qui est en train de taper. Alors, c'est très clair, merci. Et on en profite, il y a Alexandre qui dit quelque chose. Alors, quelle est la chose que vous avez mis en place dans votre carrière et qui a eu le plus d'impact sur le département People en termes de satisfaction, ROI, etc. On peut peut-être y répondre. On peut peut-être y répondre avant d'enchaîner. Ou alors, peut-être on peut y répondre quand on fera les roadmaps. Ok, parfait. Alexandre, on a prévu de répondre à ça. Top, bah écoute, c'est parti, on va se lancer. Je te laisse la main. Ça marche. Merci pour cette intro. Et du coup, pour faire le pont, effectivement, ce que j'ai essayé de présenter aujourd'hui, c'est comment on peut, nous, des RH, être des product managers. Et le product manager, en fait, il a un premier objectif qui est de faire du business.
Il design des produits pour générer de l'achat. Et en même temps, il va designer l'expérience qui fait que le client qui cible va revenir, va dépenser plus, etc. Et c'est un peu dans cette logique-là que je vous propose de construire la roadmap à la frontière de l'objectif business et de l'expérience employée, qui sont les deux pendants de notre métier. Alors, la méthode qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une méthode qui marche pour moi. Ce n'est pas la seule. Il y en a plein des méthodes pour faire une roadmap, et il y a plein de DRH qui font ça très très bien. Donc, ce n'est pas by the book, c'est mes petits conseils des itérations que j'ai faites avec mes équipes, dont certains sont là d'ailleurs, et ils pourront dire ce qu'ils en pensent, et qui est simple, qui va partir du why, qui est qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, comment on va le faire, quand, combien de temps ça va prendre, et puis enfin, et pas des moindres, combien ça va coûter. Et c'est un peu aussi la partie négo et management de nos stakeholders. Parce que nous, des RH, on maîtrise un certain nombre de décisions, mais il y en a d'autres pour lesquelles on va devoir convaincre, voire négocier pour obtenir ce dont on a besoin pour délivrer notre roadmap. Donc voilà ce qu'on va regarder ensemble. J'oublie tout le temps le fait que je peux moi-même cliquer sur les slides. Oui, tu peux. Et la première étape, c'est l'étape business, en fait. Donc là, je vous ai mis l'image de Guy Kawasaki, qui est mon inspirateur number one, qui est le roi du pitch. Ça a été un des premiers employés Apple, et c'est le Chief Evangelist Officer de Canva, pour ceux qui connaissent. Et il a fait plein de pitch decks pour les startups. Et ce que j'aime le plus de ce qu'il dit, c'est il dit s'il n'y a pas de pain, ce n'est pas la peine de prévoir une solution. Donc, en gros, quand il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau pour essayer de faire mieux ou de faire un livrable ou une feature. Donc, à chaque fois qu'on pense quelque chose, je crois que c'est bien toujours de se dire, attends, qu'est-ce que j'essaie de résoudre? Et même si c'est une roadmap. Et donc, c'est bien de toujours essayer de garder en tête ce que la boîte cherche à résoudre et c'est quoi notre enjeu business. Je vous ai mis des liens à la fin de la présentation qu'on va partager, je suppose, Ulysse, avec les sources. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Donc, il y a aussi ce designer dont vous voyez les créas ici. Et donc, avant que je parle du what, ce qui, moi, me paraît important dans mon job de DRH, c'est toujours de bien percevoir, d'un point de vue business, ce que mon CEO ou ce que le COMEX va chercher à atteindre. Et là, ça va être très différent. Et du coup, ça va aussi teinter différemment la manière dont nous, les RH, on va construire notre roadmap. De la même manière que le CMO au marketing, il va aussi construire sa roadmap en fonction de ce qu'on cherche à atteindre d'un point de vue business. Et donc, cette conversation de départ, elle est importante, que ce soit avec votre CEO, si vous reportez au CEO, ou avec votre DRH, ou avec le COMEX, pour essayer d'être ensemble alignés sur ce qu'on va atteindre. Et puis ensuite, chacun va pouvoir actionner sur sa zone d'impact. Et nous, notre zone d'impact, c'est les people. Et donc, comment ensuite on va faire ça? Moi, j'aime bien le faire avec les équipes et partir d'un goal principal. Derrière, il va falloir qu'on découpe et qu'on voit comment on va pouvoir atteindre l'objectif business via différents livrables. Ça, c'est un outil que j'aime bien qui s'appelle l'impact mapping. Donc ça, c'est un outil que j'ai découvert quand j'ai monté ma boîte Captain Travaux avec mon CTO, qui me disait « Caro, arrêtons de développer des features, juste essayons de comprendre ce qui va nous amener à aller choper du business. » Et c'est un outil super, qui date un peu maintenant, parce que je pense que c'est 2016 ou 2017. Et c'est Goshko Adzik qui l'a vulgarisé. Et en fait, c'est une manière de créer son expérience, enfin les expériences employées, en fonction de l'outcome et de l'expected outcome, et donc le business. Donc ici, par exemple, on peut se dire, voilà, la startup X, Y ou Z, leur ambition, c'est de multiplier par 3 leur ARR en 2025.
Bon, bah ça va avoir un certain nombre ça va prendre un certain nombre d'efforts pour y arriver. Alors, juste ARR, si tu peux expliquer ce que c'est. Oui, alors c'est l'indicateur numéro 1 qu'on va regarder en start-up et dans les business de soft. C'est le revenu annuel récurrent. Okay. Donc, c'est le métrique numéro 1 qu'on regarde quand on a une boîte de soft. C'est combien de licences vous vendez à 100 € et ça vous… Voilà. Exactement, c'est le volume des revenus récurrents en fait. Donc, soit effectivement, c'est des licences avec des petits prix ou des licences plus grosses, mais en tout cas, ça va être le volume de mes licences à l'année. Ok. Et ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être j'ai besoin de devenir profitable, par exemple. Ça, c'est un autre défi. C'est pas la même chose. Et donc, si on a envie si la boîte dit l'année prochaine, il faut qu'on soit rentable, la roadmap, elle va être complètement différente. Donc, c'est un objectif purement business. Exactement. Après, si vous reportez, ça dépend de notre audience, mais si je reporte à une DRH, je vais lui demander ce qui est important pour elle. Et elle va peut-être me dire, comme on avait, j'ai déjà eu des objectifs comme ça, voilà, ce qui est hyper important, c'est qu'on divise par 2 le taux d'attrition. OK. Et dans ce cas, mon goal, ce que je vais mettre dans le goal, c'est mon objectif vraiment top of mind. Et ensuite, je vais décliner. Donc, en fait, cette technique-là, elle s'adapte à tous les niveaux, en fait. Hein. Si moi-même, je suis People Ops dans un pays et que je reporte à 3 niveaux à la DRH ou au CEO, c'est important que j'ai bien compris avec ma boss ou mon boss qu'est-ce que lui cherche à atteindre. Et comme ça, je vais m'assurer que je contribue directement à ces objectifs qui eux-mêmes contribuent aux objectifs supérieurs, etc. Qui est un peu la méthode des OKR, d'ailleurs. La différence ensuite dans l'impact mapping, c'est qu'on va vraiment être orienté outcome. Donc, on va avoir des personas. Et ici, l'exemple qu'on prend, c'est si on veut tripler les revenus, on va prendre les 3 personas qui vont être ceux qu'on pense activer, qui vont être les managers, les sales, et puis les candidats, par exemple. Ici, on n'a ni le C-suite, ni l'équipe RH, ni les employés, mais on pourrait les avoir. Et donc, on va regarder si on prend les managers, par exemple, et qu'on se dit quel impact on veut générer pour atteindre cet objectif. Là, dans l'exemple, on se dit on va avoir besoin qu'ils aient un impact sur les talents pour les faire grandir très vite et les retenir. Il faut qu'il y ait un impact sur la performance parce qu'on va avoir besoin de tripler l'ARR, donc il faut qu'on génère de la performance. Et puis le changement, parce que tripler d'ARR, ça a forcément des impacts en interne. Et seulement à partir de là, on va pouvoir définir des livrables ou des features. Et ça, en général, on le fait en équipe. Hein. Donc, ce n'est pas un boulot top-down ou un boulot de laboratoire. Hein. On se met avec l'équipe, on se dit, si on doit augmenter la performance dans les équipes, qu'est-ce qu'il faut? Et on peut d'ailleurs avoir des groupes de discussion, nous, l'équipe RH, mais avoir aussi quelques champions. On peut prendre quelques managers en leur disant, voilà, de quoi tu as besoin, ou des employés, ou des sales teams, ou des collègues dans d'autres boîtes aussi. On peut aller s'inspirer dans d'autres boîtes pour voir ce qu'il faut faire. Donc là, c'est plutôt une partie brainstorming pour être clair sur qu'est-ce qu'on aimerait bien faire et qu'on pense qui va contribuer directement à notre objectif, qui est un objectif business. Ok, donc là, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer quelques livrables, je vois Manager Academy, etc., pour qu'on ait des petits exemples? Ouais. Dans cet exemple-là, ce qu'on se dit, c'est que le manager va être un levier assez important. Et d'ailleurs, les livrables se recoupent, hein, mais ça va aussi avec la performance. Si on se dit, voilà, on a besoin que les managers managent la performance pour qu'on aille générer plus de revenus, et ça veut dire un certain nombre de choses. Hein. D'un point de vue business, ça pourrait vouloir dire, par exemple, on était sur des tickets moyens de vente de 10 000 €, on va avoir besoin d'aller taper des comptes plus grands et d'aller sortir des ventes moyennes à 100 000. Si c'est le cas, le sales, il va falloir l'accompagner et donc le manager aussi. Donc là, par exemple, la Manager Academy, c'est un livrable qui est l'école de formation du manager qui va permettre de générer l'impact manager sur le fait qu'ils soient capables de retenir leurs talents et de les faire grandir plus vite. Pourquoi ? Parce que le livrable de l'académie et ce qu'on va mettre dedans, hein, après c'est en stories, hein, donc il faut voir quel module on met dedans, etc. Mais
cette école de formation, elle va permettre de former le manager qui, du coup, va avoir en impact telle chose. Et donc, du coup, va pouvoir nous permettre peut-être de passer d'un ticket de vente moyen de 10 000 € à un ticket de vente de 100 000 parce que les gens vont être bien formés, vont avoir grandi, vont rester dans la boîte parce que c'est important. Et tout ça, c'est grâce au levier manager. Ok, super. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est des outils qu'on utilisait vraiment pour faire des roadmaps. Le premier outil qu'on utilisait pour faire des roadmaps et définir des fonctionnalités pour un site internet, par exemple, en fonction de l'objectif, en fonction de qui allaient être les personas. Donc, quand on a préparé le webinaire, on s'est dit, mais acteur, on pourrait appeler ça aussi persona. En fait, c'est important. Et si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une story, etc., n'hésitez pas à la poser. Et on peut peut-être l'expliquer en 2 mots, parce que c'est un langage vraiment très technique pour le coup. Et je te le laisse, tiens. Ouais, ok. Une story, en fait, alors de manière simple, si on veut simplifier, ça va être une tâche à faire. En fait, c'est une fonctionnalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, les designers, les product managers, ils l'écrivent de manière particulière pour qu'elle soit comprise. Donc, c'est qu'en tant que manager, par exemple, je peux avoir accès à je peux m'inscrire au module que je veux pour apprendre à mieux manager mes collaborateurs. En fait, en l'écrivant comme ça, c'est ce qui évite en fait une incompréhension. Ah, mais je pensais qu'en fait c'était ça, mais en fait c'est pas exactement ça. On va en reparler un petit peu après. On va pas trop complexifier. En tout cas, c'est une tâche. Donc, la Manager Academy, pour qu'elle soit live, il faut qu'il y ait que les personnes puissent choisir leurs différents modules, que les modules soient validés par la direction, qu'on les ait filmés chacun, etc., etc. Donc, c'est des petites tâches à faire qui vont vous permettre de dire à votre collaborateur ou alors à vous-même de dire, OK, une par une, je vais faire ça une par une. D'ailleurs, ça va être des tâches qui sont priorisées. Mais on ne va pas rentrer dans les choses très techniques. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois comment priorises-tu avec ce modèle? Alors, merci pour la transition. Qui nous a proposé cette question. Merci pour la transition. Ah voilà, ça va être la transition. Parfait. Merci Alexandre. En fait, l'impact mapping, c'est vachement bien pour poser les idées. Mais derrière, le risque, c'est un peu la liste au Père Noël. Et du coup, justement, c'est hyper important de prioriser. Le premier niveau de priorisation, il est dans l'impact mapping. Est-ce que je suis sûre que ce truc-là, ça va contribuer à mon objectif? Et si ça ne contribue pas, on laisse tomber. Et donc, dans les outils de priorisation, avant de prioriser, il faut déjà sizer. Donc, admettons qu'on a à peu près mappé et que maintenant, on se dit, quelle est la complexité et le temps que va nous prendre tous ces livrables-là. Il y a un outil que j'aime bien dans ce que font les techs, c'est que pour sizer des features, donc pour sizer ce que va prendre une fonctionnalité quand ils le développent, ils vont d'abord le sizer en termes de complexité. Pourquoi? Parce que quelque chose peut prendre du temps mais être simple ou l'inverse. Et donc, avant de savoir combien de temps, on essaie de comprendre ce qui est complexe ou pas. Et le sizing t-shirt, c'est assez facile à utiliser parce que, et d'ailleurs, si on reprend l'exemple d'avant, on peut se dire là-dedans, qu'est-ce qui est small ou qu'est-ce qui est double XL? Je suis sûre que là, dans la salle, si on demande à tout le monde, d'après vous, construire un carrière pass, c'est plutôt S ou plutôt XXL. Je suis sûre qu'on n'a pas besoin de définition et que tout le monde va nous donner un avis similaire là. Ouais, justement, peut-être faisons l'exercice dans votre organisation pour créer des parcours carrière, ou pour les définir, les formaliser, les partager, etc. Ce serait plutôt quoi comme taille? Aurélie, je te reconnais bien là. Ouais, on est d'accord, XXL. Alors, ne vous faites pas influencer par le XXXL, ok, ça marche. Je crois qu'on a du triple XL, mais c'est ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'énerver trop avec une définition, tout le monde voit bien ce que c'est. Et que du coup, c'est très facile à animer quand on va être aussi avec son équipe et qu'on va avoir quelqu'un qui va dire il faut absolument faire le carrière pass. Quand autour de la salle, tout le monde a dit c'est double XL, ça va aider aussi à être un peu plus réaliste sur ce qu'on va pouvoir faire ou quand est-ce qu'on va le faire. Donc ça, c'est un premier outil que je trouve hyper simple et utile, notamment à l'oral. Dans une session de brainstorming, c'est très, très facile d'utiliser ça. Après, si vous voulez le faire comme les puristes tech, on vous mettra le lien.
pour aller vous renseigner sur la méthode, parce qu'évidemment, les ingés font ça de manière beaucoup plus précise que ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une première étape de prio, plutôt de sizing d'ailleurs, avant de prioriser. Et une fois qu'on a fait ça, alors ça, c'est un exemple du coup dans l'une des boîtes dans laquelle on était, où on avait justement le projet de Career Pass avec dedans le Learning Structure, les Salary Grid, le Competency Framework et beaucoup d'autres. Et c'est des outils aussi qui vont être super utiles quand on va se faire challenger par les stakeholders. Et donc, demain, si le CEO dit, non, bah, attends, cette année, tu nous sors tout le Career Pass plus les Salary Grid, le Leveling Structure, puis tu nous revois tous les bonus et les incentive plans des sales. Et tu n'as pas de ressources. Et tu n'as pas de ressources, qu'on verra tout à l'heure. En fait, c'est hyper utile de faire ça parce que c'est un outil pédagogique et très visuel. Donc, quand je retourne sur mes stakeholders et que je leur dis, bah là, tu vois, c'est du triple Excel. D'ailleurs, toi, réfléchis si demain, tu devais écrire le Career Pass de tes directs. Et bah, tu vois, à mon avis, tu ne vas pas le prioriser. Donc ça, c'est un exemple, mais je trouve que c'est assez parlant et visuel. Ça ne demande pas des tonnes d'explications. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut prioriser. Et là, il y a un autre outil que j'aime bien pour prioriser, qui est de regarder et de positionner mes features sur la priorisation map, qui est quand on regarde l'impact et l'effort. Donc l'effort, c'est le temps et la complexité que quelque chose va me prendre. Et l'impact, c'est l'impact visible que ça va avoir. Le danger, c'est de se dire l'impact sur qui? Parce qu'on peut se dire, l'impact, est-ce que je vais avoir de l'impact sur mon COMEX? Est-ce que je vais avoir de l'impact sur mes employés? Est-ce que je vais avoir de l'impact dans ma propre équipe? Et donc, il faut trouver le bon ratio. Mais je ne sais pas s'il y a une animation, Ulysse. C'est là qu'on Non, je pense que les petits émoticônes que tu as mis ne s'affichent pas parce que c'est un PDF. C'est pas grave. Du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est être plutôt dans le haut de la map. Donc, idéalement, ce que tout le monde aimerait, c'est d'avoir beaucoup d'impact avec très peu d'efforts. Bon, ça s'appelle des quick wins. Et ça, en fait, c'est bien d'en avoir parce que ça va être visible. Et là, par exemple, voilà, quand on sort une remote policy dans la boîte, tout de suite, ça va avoir beaucoup d'impact sur les gens. Et ce n'est pas forcément beaucoup de boulot. On reverra après dans la definition of done. Donc là, les quick wins, ce que tu dis, c'est le coin en haut à gauche. Exactement. Un impact fort, oui, un effort bas. Faible. Exactement. Je ne bosse pas beaucoup, mais ce que je sors se voit beaucoup et a de l'impact. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous avoir. Et ça, tu le fais, tu l'animes comment? Est-ce que c'est toute seule avec ton équipe, avec la direction? Enfin, comment est-ce que tu fais pour… Ça, pour moi, c'est le boulot amont. Hein. Donc, c'est vraiment la priorisation avec l'équipe. Donc, c'est soit en live avec son équipe ou le groupe, le focus group avec lequel on travaille, soit tout seul. Mais enfin, en tout cas, pour moi, ça se fait avec l'équipe parce qu'on va décider tous ensemble, en fait. Okay. Et d'ailleurs, dans ce que j'aime bien dans ce quadrant, c'est que, tu vois, on a aussi des livrables en effort important, mais en impact faible. Or, en fait, il ne faut pas négliger cet endroit dans la map parce que souvent, c'est des livrables que tu fais pour toi. Et donc, c'est là que tu vas aller adresser, par exemple, la dette technique RH. Donc, exemple, on a ouvert 17 pays en 10 ans, dont 5 l'année dernière. C'est génial, on a ouvert ça super vite, on a été hyper efficace. Bon, maintenant, ce n'est pas hyper scalable, on a un petit peu de dette technique, il faut cleaner à droite à gauche, on a oublié d'écrire les process, on n'a rien documenté. Bon, en fait, ça devient un bloqueur. Et donc, pour l'équipe RH, ça devient quelque chose à adresser. Et donc, ça devient un livrable. Ouais. Donc, typiquement, là, tu vois, dans la map Process Documentation, bon, ça ne va pas être visible beaucoup. Ça ne va peut-être pas avoir un impact de dingue. Mais il faut absolument le faire pour que l'équipe soit en ordre de marche, soit industrialisée et puisse accompagner la boîte dans son stade d'après. Donc, et ça, quand est-ce que tu te dis je le fais en fait du coup, vu que c'est un endroit un peu particulier dans ta map quoi. Alors Guy Kawasaki te dit quand le pain est très très douloureux, vraiment il fait très 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 mal, là il faut l'adresser.
Ok. Si tout le monde vit avec, bon, voilà, le contrat de travail, ton modèle de contrat de travail en Colombie, il est pas foufou. Tu as 2 employés dessus, bon, voilà. Ok. C'est ça vraiment le trade-off. Et d'ailleurs, tu vois, il y en a un qui est rayé là dans notre exemple, parce qu'on peut se dire justement, je sais plus ce que c'est, j'ai de mauvais yeux, je vois plus. Onboard tool. Tu peux te dire, bon, ça va prendre du temps, il n'y a pas trop d'impact, on peut vivre sans ou pas. Et finalement, l'équipe va décider, va dire, bon. Parce que ça va être ça l'enjeu, je pense qu'on va en parler un petit peu après, parce que tous les départements RH n'ont pas forcément une équipe dédiée à la documentation, à la création de nouveaux process, à l'impact sur l'organisation. Alors nous, c'est notre fer de lance chez Aigo, c'est vraiment de convaincre les COMEX et de dire il faut que vous investissiez un tout petit peu pour avoir une personne ou 2 dans votre département RH en fonction de la taille de votre boîte qui va vraiment être là pour améliorer les process. Parce qu'en fait, effectivement, en tant que HRBP, par exemple, il y a beaucoup de runs à gérer. Donc le run, c'est un peu les missions quotidiennes. Et c'est difficile de trouver du temps pour vraiment mettre en place un parcours carrière, etc. Donc, mais bon, on pourra en parler. Ouais, ça, du coup, je pense que ça se fait un peu après, quand là, tu es un peu en dégrossissage. Hein. Tu te dis, bon, ce truc-là, le contrat de travail en Colombie, on a vraiment envie de se le faire. Puis vite, avec l'équipe, en fait, tu te dis, bon, on ne va pas le faire. Donc, c'est plutôt de la tambouille interne, je pense qu'après, quand tu as défini tout ce que tu veux faire, là, il faut aller chercher les moyens ou ce qu'il te faut pour le faire. Et c'est une autre étape, je pense. On va le voir, je crois. Propre transition, voilà. Donc ça, c'est l'étape d'après, quand avec l'équipe, on s'est dit, et puis souvent, tu as quand même un moment, un aller-retour d'alignement pour être sûr qu'avec tes stakeholders, tu es aligné. Mais une fois que tu as dit, on va faire tout ça, il y a l'étape de planification. Quand, comment, combien de temps exactement ça va prendre, etc. Et là, moi, j'aime bien changer de méthode et du coup sortir des méthodos agiles et retourner dans les méthodos de gestion de projet pur et dur. Et les méthodes de gestion de projet pur et dur, on fait du chiffrage en jour homme, en heures de travail. Et je trouve que c'est utile parce que c'est là que tu te rends vraiment compte de ce que tu peux faire ou pas. Et du coup, je pourrais vous partager le template si ça vous intéresse. Hein, ceux qui détestent Excel, je peux vous l'envoyer quand même. J'essaierai de l'automatiser. Mais le premier truc à regarder, c'est combien de temps on passe en run. Et donc, le run, c'est si moi, je suis seul head of people dans ma startup où on est 50, et il y a du temps où je fais des payes, je fais des contrats, je fais de l'onboarding, je fais de l'offboarding, je fais des RC, je fais la charte de diversité, je fais tout un tas de trucs. Et tout ça, c'est du run. Pardon, la charge de diversité, c'est pas du run. Mais, et donc, déjà, j'ai du temps. Et là, moi, je commence par faire ça et je regarde pour chaque... là, c'est des exemples de personnes dans mon équipe. Des gens qui peuvent bosser sur du projet, ils ont tous du run. Et donc, déjà, je vais enlever toute leur charge de travail pour identifier combien de temps projet par mois. Et donc, si je prends la deuxième case, par exemple, July, je vois que par semaine, cette personne-là, elle peut dédier 13 heures à des projets. Ok, donc c'est la dernière ligne de la deuxième colonne, 13,6 average free time per week. Exactement. C'est dans ma journée, une fois que j'ai enlevé les meetings, la pause déj, mes Slack, les mails, les payes, etc., combien de temps il reste. Okay. Et ça, c'est du temps de build, pour le coup. Donc le build, du coup, c'est vraiment amélioration de l'expérience, amélioration des process, création de nouveaux process. C'est vraiment du projet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. C'est un livrable, un projet avec un scope précis, un début, une fin, une livraison, et ensuite je passe à autre chose. Contrairement au run qui est de la maintenance ou du récurrent. Et une fois que j'ai fait ça, alors je peux mettre dans les cases et voir. Je pense qu'il faut pas en liste, là on va perdre tout le monde. C'est un peu pénible à faire comme boulot, mais une fois que tu as fait ça et que tu as chiffré tous tes projets, donc là on peut voir sur la colonne de gauche que, alors c'est différent, c'est un exemple, hein, donc c'est différentes choses, mais si je reprends tous les livrables du truc d'avant ou la Manager Academy, ou qu'on voit d'ailleurs, hein, la ligne 10 Manager Academy, je l'ai chiffré, hein, donc on ne le voit pas ici, mais je vais dire la Manager Academy en temps de design, ça va être 10 jours hommes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et qui va le faire? Après, je reporte dans toutes ces petites cases
Et puis, ça va me donner ce qu'on voit là en rouge et vert. Et ça va me donner le delta. Donc, ça, c'est simplifié ce que je vous montre. Mais en fait, je vais me dire, si je reviens à mon outil de priorisation où j'avais défini tous mes livrables, et ben pour faire ça, il se trouve que là, je me rends compte qu'il me manque des gens. Enfin, si je peux me permettre, moi, ce que je trouve très fort là-dedans, c'est que tu parles le même langage que le DAF, que peut-être le CEO ou la CEO, etc. Et du coup, tu n'arrives pas forcément qu'avec des convictions et un instinct de dire, les gars, ça ne va pas passer, je suis sous-staffé, mais tu arrives avec un travail sur un langage qu'ils connaissent, et Excel en l'occurrence. Et du coup, je pense que ça peut aussi avoir de l'impact dans les discussions et dans OK, bon, en fait, ça montre que tu as creusé le sujet, tu as essayé de voir ce qui passait, ce qui ne passait pas. Et tu leur permets bon, je crois que on va voir juste après, de dire OK, les gars, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, alors par contre, je ne recommande pas forcément de balancer l'Excel au CEO parce que franchement, le truc fait peur. Okay. Donc, et surtout, il ne faut pas le balancer sans avoir proposé les solutions. Parce que là, moi, une fois que j'ai dit, bon, ça ne va pas passer, derrière, il faut que moi-même, j'ai déjà réfléchi avec l'équipe comment on va faire. Et ça ne veut pas forcément dire des headcounts, en fait. Donc, c'est là que pour moi, il y a une autre étape qui est vachement importante qui est, c'est quoi les solutions? Je vois bien qu'il y a un problème et donc, dans mon Excel, là, il y a un onglet. Il y a un onglet qui dit comment on va faire. Et donc, souvent, c'est bien de ne pas donner que du headcount parce que si tu dis, il me faut plus 20 headcounts, bon, ça ne va pas marcher. Mais tu peux dire, voilà, là, c'est ponctuel, peut-être on peut prendre un freelance. Là, c'est d'automatisation. Donc, si on dégage du temps sur un outil, et qu'on le décale un peu, ça peut passer. Ensuite, là, il me faudrait des headcounts plutôt comme si je réorganise l'équipe et qu'on fait comme ça. Voilà. En tout cas, ce que tu présentes, c'est tes propales de solutions et ouvert à débat. Et même, je pense que de manière très pratico-pratique encore plus simple, c'est sur le recrutement. On a accompagné des boîtes où ils avaient des objectifs de recrutement. On recrute 100 personnes, j'ai n'importe quoi, 100 personnes sur l'année. On a un recruteur ou deux recruteurs. Nous, on a fait notre étude, on sait qu'un recruteur peut recruter 30 personnes sur l'année, ce qui est déjà pas mal, en fonction de qui est-ce qu'on va recruter. Donc, en fait, voilà, on a la capacité de recruter 60 et pas 100, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions qui sont intéressantes dans le chat. Donc, il y a Marie. Le temps de calcul est-il différent selon les collaborateurs et leur performance le temps de travail? Alors, ça dépend de chacun, mais oui, là, mon exemple, en fait, c'est une équipe internationale, donc tout le monde a des temps de travail différents. Donc, en fait, je simplifie. En fait, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est d'être en grosse masse. De toute façon, tu ne pourras jamais être vraiment très, très précis. Mais là, moi, je ne sais plus ce que j'ai pris comme hypothèse, mais tu prends une hypothèse d'une journée de travail type de 7 heures de travail. Je dégrade toujours un peu parce que je préfère, je préfère être plus dramatique et livrer mieux que l'inverse. Donc, je dégrade volontairement. Et surtout, il faut bien penser aux vacances, aux machins, aux pauses d'âge et compagnie pour pas que tu mettes trop de temps. La partie run, ça demande du temps, en fait. Mais si tu demandes vraiment à chaque personne de se poser, il y a des outils aussi qui existent. Tu peux te chronométrer pour savoir ce que tu fais dans ta journée. Ou tu peux le faire sur une semaine et où tu te chronomètres et tu te dis, oula, j'ai passé X temps en réunion, X temps sur de la paye, X temps. Et tu peux arriver quand même à le savoir. Et si tu as une équipe, tu peux demander à tout le monde de faire l'exercice et de te remonter quelque chose. Sinon, tu peux prendre des hypothèses et tu pourras prendre les miennes, je vais le partager. Ok. Je pense qu'il faut qu'on avance. Je suis pas très synthétique, je pense. Je manque un peu de. C'est très bien. Mais effectivement, il nous reste un quart d'heure. Bon. Donc, essayons d'avancer comme ça. On va répondre aux questions, mais tout va bien. Ok. Du coup, le capacity planning, pour moi, c'est vraiment un outil back-end de toi, le leader de l'équipe RH, ou toi, en tout cas, qui va devoir aller présenter aux stakeholders pour te rendre compte, toi. Éventuellement, challenger les équipes aussi en leur disant, dis donc, Jocelyne, tu m'as dit que tu avais envie de bosser sur 8 projets et j'ai l'impression que ça passe pas dans ta bande passante, là. Est-ce que tu es sûre?
et ça te permet d'ajuster assez facilement. L'étape d'après, c'est du coup d'avoir bien compris ce que tu avais envie de prioriser. Est-ce que c'est bien aligné avec les enjeux business et de quoi tu as besoin pour le faire? Parce que l'étape d'après, c'est comment on va aller expliquer notre plan, prendre du feedback, itérer et surtout se mettre d'accord sur les moyens dont on a besoin pour faire les choses. Et ça, c'est l'étape 4, qui est l'étape de négo. L'outil que je préfère, et je pense qu'il y a des gens dans mon ancienne équipe qui sont là, je pense que c'est le truc que j'ai le plus rabâché dans ma vie de RH, c'est qualité, coût, délai, faut choisir. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui te dit que tu ne peux pas tirer sur les 3 bouts du triangle en même temps, sinon il pète. Et donc, je trouve que c'est un super outil quand tu es en discussion avec un stakeholder et de lui laisser le choix sur quoi il préfère tirer. Mais si tu vois que ça ne passe pas, tu n'as pas beaucoup de choix en fait. Soit tu as des coûts qui augmentent, c'est-à-dire j'ai besoin de headcount, de consulting, whatever. Soit je ne peux pas le faire, on étale dans le temps. Et donc ton carrière passe, tu le voulais cette année, on le fera en 2025. Ou la qualité, c'est-à-dire tu voulais un truc chiadé dans la dentelle, moi je vais te délivrer un truc grosse maille sans design. Et c'est ça les 3 trucs sur lesquels on peut jouer pour prioriser. Et je me permets juste de... Enfin, ça, c'est pareil, c'était un des exemples qui m'avait le plus marqué dans l'accompagnement agile, où clairement, l'idée, c'est de dire, en fait, si tu demandes à ton client, entre guillemets, là, c'est le CEO, par exemple, de se positionner, et du coup, il sait que si on tire toujours sur la qualité, en tout cas, si on dégrade tout le temps la qualité, il y a un moment, en fait, les gens vont partir, parce que si on leur propose tout le temps des choses où il n'y a pas une belle qualité, ça permet à la personne de prendre ses responsabilités. Et toi, en tant que DRH, je pense que tu peux dire, si on joue sur la qualité, voilà l'impact que ça va avoir. Si on joue sur les coûts, voilà l'impact que ça va avoir. Et sur les délais de la même manière. Et du coup, ça permet d'avoir une discussion vraiment simple avec un outil didactique qui permet à la personne de se dire, OK, c'est pas juste ma DRH ou mon DRH qui me demande toujours plus. C'est à un moment, il faut que je me positionne aussi, quoi. Oui, et puis après, de nouveau, il y a l'histoire de la dette technique qui est importante, qui est qu'en RH aussi, je peux faire des quick wins. Donc oui, je peux aller t'ouvrir un nouveau pays en 2-2, je te mets pas le bon contrat, on y va un peu à la one again, je te prends un prestat de paye rapido, et ça c'est super parce que du coup tu es très efficace. Par contre, il faut avoir en tête que ça va me créer de la charge plus tard. Et donc, je me crée aussi un agrégat de problèmes pour plus tard. Mais c'est vraiment important de co-décider. Parce que moi, RH, je suis OK pour prendre des shortcuts, même des shortcuts légaux, hein. Par contre, ce n'est pas des décisions que je vais prendre seule. On a besoin de les prendre ensemble. Et toi, cofondateur, toi, CEO, ou toi, mon boss, on va le faire ensemble. On va le prendre ensemble et on va prendre cette responsabilité ensemble. Et c'est aussi laisser de la liberté à l'autre. Parce que tu n'arrives pas en disant il me faut 10 headcounts, sinon je ne ferai rien. Non, tu peux dire à l'autre, on va choisir ensemble et il y a de la souplesse là-dedans. Et c'est ça que j'aime bien. Et donc, un autre truc qui est important, c'est la definition of done. Donc ça, c'est un concept R&D qu'utilisent les ingénieurs pour se mettre d'accord sur c'est quoi une feature qu'on va considérer done. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est aussi hyper important de se rendre compte du niveau d'exigence qu'on a les uns envers les autres. Et il y a d'ailleurs, c'est très culturel aussi, il y a des boîtes dans lesquelles on te rabâche done is better than perfect. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton cursus au début, ça veut dire que tu veux livrer que des petits pains à quelqu'un qui te dit emmène-moi déjeuner ou gère le déjeuner. Et donc, il faut être très très clair sur ce que ça veut dire parce que si on me dit, toi aussi, tu es un perfectionniste, tu fais toujours les trucs aux petits oignons, prends des raccourcis, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de nouveau, je t'ouvre tel pays avec 2 bouts de ficelle, je te fais un contrat un peu one again, je te l'ai trouvé sur Google ou grâce à ChatGPT. Il y a des petits risques, mais pas fou, on est d'accord là-dessus. Oui.
Je me permets de rebondir. Et ça, ce qui est hyper important, et nous, ce qu'on aime bien quand on va accompagner des DRH ou qu'on coach des équipes RH, c'est OK, le concept, on l'a, mais en fait, il faut avoir l'outil pour que à chaque fois qu'on ait cette discussion, tu aies ton petit template avec marqué Definition of Done. Et tu vois, tu vas avoir le CEO et qu'il sache, OK, il faut qu'il écrive quelque chose. Et c'est tamponné, c'est signé, entre guillemets. Ça évite tu vois, que c'est oui, oui, bah, on fait ça. Et en fait, après, tu fais ton boulot, tu reviens un mois plus tard et il dit, ah oui, non, mais je me souviens plus exactement ce que j'avais dit, Ouais. mais évidemment que c'est pas que ça, c'est aussi l'autre chose. Et là, t'es mort, quoi, tu peux rien faire, en fait. Ouais. Et un exemple aussi sur les outils où, par exemple, on te dit, allez, on met un nouvel outil de performance management. Super. Bah, moi, ma definition of done, c'est une fois que j'ai paramétré l'outil et que l'outil, il est prêt à tourner. Si l'autre, il a compris que mon done, c'est quand j'aurai paramétré toutes les campagnes de l'entretien annuel qui vient, ah bah, on est en mismatch là. Hein. On n'a Ouais. pas du tout la même expectation et on n'a pas du tout compris ce que ça veut dire done. Et donc ça, c'est des discussions hyper importantes à avoir pour être sûr qu'on est bien aligné sur les expectations. Et donc sur la charge et la roadmap et compagnie. Voilà. OK. Et voilà, c'est la fin. Donc du coup, cette méthode-là, elle nous permet en fait, d'être sûr qu'on a bien pigé les objectifs de la boîte et que tout ce qu'on va faire, nous, au RH, tac, ça va contribuer directement au succès de la boîte. Le deuxième truc de la méthode, c'est le quoi. On se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe en conscience. En conscience et donc en ayant sizé la complexité et les choses et en ayant fait de la prio. Le quand, bah là, c'est le capacity planning, d'être sûr que je m'engage de façon consciente, encore une fois, avec la bonne capacité et que j'ai présenté les bonnes solutions à mes stakeholders. Et le how much, bah, c'est le moment où on va négocier justement avec nos stakeholders. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'avoir les bons buy-in. Parce que si tu es un rat de laboratoire et que tu fais tes trucs dans ton coin, mais que tu n'as pas validé, que tu avais du buy-in, qu'on était bien aligné avec le COMEX, le CEO, les managers, pourquoi pas les personas, et bah, du coup, tu vas louper les expectations. Or, tout le but, c'est vraiment de travailler main dans la main avec le business, d'avoir leur buy-in. Et du coup, quand on va implémenter les choses, nous, RH, et ben, on a le business avec nous qui va se positionner et qui va être exécutif sponsor de tout ce qu'on fait, en fait. Voilà. Trop bien. Et ça, Ouais, c'est un exemple de roadmap qu'on avait fait avec mes équipes, où après, c'est plutôt un exemple de visualisation, où une fois que tu es d'accord, bah, tu peux représenter les choses de nouveau pour avoir un langage commun entre ton équipe, tes stakeholders, etc. OK, super. On va passer à la petite question-réponse avant de conclure. Il y avait déjà Alexandre qui avait posé une question au tout début. Je veux juste m'assurer qu'on y a bien répondu. Quelle est la chose que vous avez mis en place dans votre carrière? Donc, j'imagine dans votre carrière passe ou dans votre carrière à nous? Oui, je pense que la question d'Alexandre, c'était qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, qui a le plus d'impact. Ça dépend pour qui, mais par exemple, la Manager Academy, c'est un livrable qu'on a priorisé dans mon dernier job chez Augury, qui a eu beaucoup d'impact visible. D'ailleurs, Ulysse, tu parlais de KPI au début. C'est un truc qu'on a été capable de mesurer dans la réalité. Donc, on avait par exemple un module sur l'assessment de la performance. Bah, on l'a vu dans la belle curve et les résultats, où avant, on avait peut-être 80% d'une catégorie de gens qui était outstanding, et puis on a une belle curve qui est revenue dans des ratios normaux, en fait. Et donc, qui a constitué un outil fiable. Ok, super. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Gwenel qui... Alors, en attendant que s'il y a des questions qui vont être posées, je vais juste partager les slides de conclusion. J'aurais bien aimé les slides en français. Et si je sais que la tech travaille essentiellement en anglais, c'est vrai, c'est un lexique un peu anglais. On parle de roadmap et pas forcément de feuille de route. Donc, désolé pour ça, Gwenel. Tu as raison de le préciser. Merci de le préciser. Mais c'est pas grave. Ok. Juste, bon, alors on a mis de plusieurs fois cette slide-là.
en conclusion, euh, donc, déjà, vous avez un certain nombre, je vais le partager là, vous avez un certain nombre de sources qui ont été partagées par Caroline. Vous avez le LinkedIn de Caroline. Alors, n'hésitez pas à l'ajouter. Enfin, je parle pour toi, mais bon, j'imagine que tu es dans cette démarche-là. N'hésitez pas à nous ajouter de manière générale pour garder le contact. Vous avez aussi, je pense qu'on peut vous envoyer la présentation. Il me semble, il faut que je confirme Il y a avec une question que tu lis que je peux prendre rapidement de Vincent qui nous dit déjà qu'il y a un outil Kanban qui est aussi assez intéressant. Oui, je suis d'accord, c'est hyper intéressant aussi les outils de type Kanban backlog. Pour gérer les imprévus, comment on fait avec une roadmap comme ça pour gérer les imprévus. Et donc là, c'est assez facile. En fait, une roadmap, c'est un truc qui vit et donc ça se reforecast en permanence. Donc pour moi, structurer, c'est le meilleur moyen de justement de pouvoir prendre les imprévus. Et donc la roadmap que je vous ai montré en exemple, je pense que je l'ai reforecastée 8 fois dans l'année. Donc en fait, ça vit. Mais si tu es bien organisé, que tu as sizé, et ben, ça te permet justement de dire, bon, bah là, OK, mon triangle coût qualité délai, il ne fonctionne plus. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on se remet sur la prio, bah, qu'est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on prend une ressource en plus, etc. Et en fait, ça t'aide aussi quand tu es précis avec ton CAPA planning à savoir en permanence comment tu réajustes. Donc, c'est un bon point. Merci, Vincent. Ça vit et c'est un exercice ongoing, en fait. Complètement. Et ça me fait penser à un point, j'étais quand même assez curieux. Je vais vous partager un petit sondage. Et comment je fais pour le partager? Soumettre le vote. Ah, il faut que je choisisse une option. Hop. Un petit sondage qui vous permet de. Donc, c'est dans l'onglet sondage. Donc, c'est pour améliorer l'expérience employée. Donc, même de manière générale, pour travailler sur des projets RH. Donc, ça peut être expérience employée, nouveaux processus, etc. Vous êtes organisé comment? Est-ce que vous êtes peu équipé, personne n'est dédié à ça? Ça veut dire qu'en fait, voilà, ce n'est pas un sujet que vous pouvez vraiment traiter. Est-ce que vous faites ça en plus du run, donc en parallèle? Est-ce qu'il y a une équipe transpo qui gère cela en dehors de RH? Ça peut arriver dans les grands groupes. Ou alors, est-ce que vous avez une équipe ou un individu qui est dédié au projet RH, qui vous permet de les gérer, quoi. Donc là, de manière générale, vous faites ça en plus du run. Ça dépend de la taille de votre boîte. Nous, on recommande quand même assez chaudement il y a plein de manières de s'organiser différemment. Soit on libère pour tous les HR une journée par semaine pour travailler sur des projets, on travaille tous ensemble. Soit il y a des gens qui sont spécialisés dans les projets, qui vont travailler aussi avec des HRBP, mais qui vont quand même, eux, piloter le projet, en plus des DRH qui sont là vraiment pour porter la vision, etc. Mais en tout cas, nous, on est assez convaincus que si on veut que en fait la performance d'une boîte elle va être beaucoup liée à sa capacité à attirer des talents et cette capacité à faire collaborer les talents pour créer de la valeur et du coup à les fidéliser aussi. Et du coup, on a vraiment envie de pousser les COMEX. Donc, si vous voulez convaincre votre COMEX de faire ça, contactez-nous. Mais on a vraiment envie de faire comprendre aux COMEX qu'il faut investir dans les DRH, il faut les former pour apprendre des techniques de gestion de projet qui ne sont pas forcément ce qu'on apprend de manière classique en école de RH. Et que ça peut être intéressant d'avoir des experts de la gestion de projet parce qu'en fait, ça va faire que vous allez pouvoir vous structurer hyper efficacement et surtout les collaborateurs, ils vont pouvoir arriver et dire mais c'est génial, c'est super bien designé, c'est clair, il y a une manager académique qui est propre, qui est clean, elle est sortie relativement rapidement, etc. Et ça a un impact énorme sur la rétention et l'attractivité. Donc ça, c'est un élément important que je voulais vous partager. Et justement, alors je ne veux pas... C'est surtout ça. Julie, il nous reste plus de minutes, on est 1 minute en retard. Alors, juste sur la dernière minute, on vous propose, donc on vous offre 3 coachings cliniques ouverts, donc pas 3 pour la même personne, mais il y a 3 personnes qui peuvent être coachées. Là, l'idée, c'est que vous pouvez nous contacter. Donc, il y a une adresse email, là, hello@thinkaigo.com ou alors sur LinkedIn, ulysse@thinkaigo.com. Contactez-nous, demandez le coaching clinique. Bon, on ne pourra pas en faire 100, mais là, l'idée, c'est que vous arrivez avec votre problématique et on vous aide à définir quel est le bon chemin à emprunter ou alors quel est le bon outil à emprunter, etc. Donc, ça pourrait être soit être avec nous, soit être avec Caroline. On verra comment on se dispatche les choses. Mais profitez-en parce que c'est l'occasion d'avoir un peu de recul et aussi d'avoir du conseil là-dessus. Et deux autres choses, on a un livre blanc
qui est téléchargeable sur notre site. Donc, si vous allez sur Thinkific, normalement, vous avez une pop-up qu'on va changer parce qu'elle est un peu spammante, mais vous avez une pop-up qui vous permet de télécharger un livre blanc sur ce concept de People Operation. Et la dernière chose, c'est qu'on a aussi une newsletter auquel vous pouvez vous abonner pour recevoir les news et aussi des conseils pratico-pratiques comme ceux que Caroline vous a partagés. Morgane, si tu es là et que tu peux partager le lien pour s'inscrire à la newsletter, fais-toi plaisir parce que je n'ai pas le lien en tête. Mais sinon, si vous nous contactez, on vous enverra le lien. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, Caroline, d'avoir partagé tout ça. C'était très concret. On a encore plein. On n'a pas du tout montré parce qu'en fait, on n'avait qu'une heure. On a déjà dépassé. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à partager ce webinaire à vos collègues et amis de votre réseau qui pourraient être intéressés. Merci tout le monde. Merci beaucoup.